Le projet de la BPI, depuis le début, il est fondé sur l'idée qu'on doit potentialiser la France. Donc sur cette conviction, qui est partagée par absolument tout le monde dans l'entreprise, qui est qu'il y a un potentiel incroyable dans notre pays, qui est insuffisamment révélé et accompli. Et il est donc inhibé. Pourquoi est-ce qu'il est inhibé? Parce qu'il y a cathédrale de petites, de moyennes et de grandes peurs qui traversent le pays de tous côtés, qui sont anthropologiques, sociales, politiques, économiques, et qui parfois ont une traduction financière, manque d'accès au capital, manque d'accès au crédit. Bon. Mais au fond du fond, il y a quand même la question fondamentale du pourquoi est-ce que je ne réponds pas oui à la question pourquoi pas moi? Bon, elle a répondu oui, elle, hein, puisqu'elle a décidé de fonder son entreprise. La quantité de Français qui sont dans cette posture-là, il y a quantité de Français qui se réveillent à 5h30, 6h du matin, dans le petit jour, en se disant qu'ils sont en train de passer à côté de leur vie. Et ces gens-là, le rôle de la BPI, c'est de leur dire, vous allez pouvoir le faire, on va le faire avec vous. On va d'ailleurs vous dérisquer d'une certaine manière, n'ayez pas peur, écoutez votre singularité et foncez. Ça, c'est pour les créateurs. Ou c'est pour ceux qui rejoignent des créateurs. Et puis ensuite, il y a les entrepreneurs eux-mêmes. Dans une très grande proportion, ils peuvent faire beaucoup plus. C'est-à-dire les journées, semaines, les 24 heures par jour que nous passons aux côtés des entrepreneurs en France dans tous les territoires nous permettent de penser qu'il y en a énormément dont le potentiel n'est pas complètement accompli. C'est aussi la raison pour laquelle, dès le début, on a considéré qu'il fallait diagnostiquer le fait que, pour beaucoup d'entre eux, la raison pour laquelle ils étaient, comme on dit, dans le guidon, dans des plans stratégiques qui pouvaient être magnifiés et qui ne l'étaient pas, c'était qu'ils étaient seuls. Alors vous constituez une communauté fondamentale. Hein. Toutes ces communautés sont essentielles. Beaucoup d'entre vous participez à nos accélérateurs, beaucoup d'entre vous participez au club APM, beaucoup d'entre vous participez, j'imagine, à un certain nombre de réseaux d'entrepreneurs. C'est fondamental, absolument fondamental, parce que c'est de là que vient, au fond, l'assise, l'équilibre, la confiance en soi qui permet d'aller partir à l'attaque des géants ensuite. Hein. Voilà. Donc c'est très très profond chez nous, cette conviction-là, qu'on peut permettre à des dizaines de milliers d'entrepreneurs, des centaines de milliers de Français, d'accomplir leurs rêves, tout simplement. Ensuite, il y a la boîte à outils qui permet de faire ça. Mais j'ai envie de dire, ça vient juste après. Dans un premier temps, ce qui est fondamental, c'est le rapport humain que nous avons avec les entrepreneurs, qui est exactement celui que j'ai avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit un entrepreneur, grosso modo, on tient ce discours-là. Certains d'entre vous qui êtes nos clients partenaires et amis le savent bien. Voilà. Donc ensuite, quels sont les outils pour faire ça? Bien sûr, c'est les outils financiers d'une banque. Donc c'est du crédit, c'est des fonds propres, c'est de la garantie, c'est des cautions, c'est tout ce qui permet d'acheter de la valeur temps, comme on dit, hein, d'étaler la charge, de créer des effets multiplicateurs, tout ce qui permet également de couvrir des risques, et tout ce qui permet par conséquent à l'entrepreneur d'avoir les moyens financiers d'accomplir des destins ambitieux. Ça, c'est la boîte à outils financière. C'est très gros chez nous, hein, puisque nos équipes aujourd'hui gèrent de facto pratiquement 300 milliards d'euros. Quand vous ajoutez nos encours de crédit, nos actifs sous gestion en fonds propres, nos encours de garantie export et tous les encours du PGE que nous gérons, hein, les 140 milliards du PGE sont gérés par BPI France, vous arrivez grosso modo à 300 milliards d'euros. Mais encore une fois, toutes ces lignes, il y en a à peu près 750 000. Hein, il y a donc 750 000 entrepreneurs français qui sont en contact avec nous, de facto. C'est toujours avec la philosophie qui est celle que je viens de décrire. Voilà. Donc ça, c'est la BPI. Alors ensuite, il y a la désindustrialisation de la France. Comme j'ai déjà mangé une bonne partie de mes 10 minutes, je voudrais aller peut-être effectivement droit au but, hein, qui est de se dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi j'ai écrit ce livre-là? C'est parce que moi-même, à un moment, au bout de 9 ans de BPI, après avoir vu tant d'entrepreneurs, écouté tant d'histoires personnelles, rencontré tant d'économistes, tant de syndicalistes, etc.,
j'ai voulu face à mon propre miroir, me dire, est-ce que toi, au moins, tu sais ce qui s'est passé, quoi, hein? Parce que si toi, le patron de la BPI, tu ne sais pas ce qui s'est passé, toujours pas, il y a un gros problème. Donc j'ai voulu mettre mes propres idées au clair, hein, et je me suis aperçu en réalité que tout était dans la parole des acteurs. Il suffisait de la rendre, en fait, hein, et c'est pour ça que c'est essentiellement un livre d'entretien. Il y a 45 entretiens avec certains qui sont dans cette salle sont dans le livre. 45 entretiens avec des patrons de PME, avec des syndicalistes de l'époque, avec des politiques de l'époque, avec des journalistes de l'époque et des économistes de l'époque. Hein, c'est ça que j'ai voulu. C'est-à-dire prendre des gens qui ont vécu vraiment ces années-là, c'est-à-dire les années 2000-2010, grosso modo, les années fondamentales, et qui racontent de mémoire. Alors, bon, évidemment, hein, il y a la réfraction de la mémoire, ça c'est tout à fait classique, mais quand même, les détails sont précis, les anecdotes viennent. Et en 90 minutes d'entretien par entrepreneur ou par économiste, il y a tout un espèce de ruban de mémoire qui sort et que je reproduis pratiquement texto dans ce livre. Qu'est-ce qui ressort au fond de la convergence de ces 45 témoignages? Eh bien, c'est que pour diviser une industrie qui est une des plus vieilles industries du monde, l'industrie française, par 2 en 10 ans, il faut que tout le monde s'y mette. Donc le constat de ce livre, c'est que la raison pour laquelle on a pris tant d'années à prendre conscience de la gravité de la situation et donc prendre les mesures qui permettaient de stopper la désindustrialisation, c'est qu'on a passé tant d'années, en l'occurrence une petite quinzaine d'années, à essayer de trouver le responsable. Sauf que le responsable n'existe pas. Tout le monde est responsable. Et c'est ce que je dis dans le livre. Et comme par hasard, une fois qu'on dit que tout le monde est responsable, eh bien, tout le monde est d'accord. À l'Assemblée nationale, de LFI jusqu'au Front national, tout le monde est d'accord sur le constat de ce livre. Dans les fédérations syndicales, à l'intérieur même des fédérations, à l'intérieur de la fédération CGT, tout le monde est d'accord sur ce livre. Chez FO, CFDT, tout le monde est d'accord sur ce livre. Parce que je dis simplement que tout le monde a ses empreintes digitales sur la désindustrialisation de la France. Et quand je dis tout le monde, ça veut dire les familles qui ont dit à leurs enfants de ne plus y aller, l'éducation nationale qui a complètement démantelé toute une partie de l'éducation professionnelle, les politiques évidemment, alors pour certains d'entre eux, ceux qui étaient au fond dans les sphères parisiennes de l'époque, hein, d'une France qui était beaucoup plus centralisée qu'aujourd'hui, qui n'ont pas pris conscience de la gravité des choses et qui continuaient d'espérer en réalité que les choses allaient s'arrêter naturellement parce qu'il y avait des cordes de rappel. Beaucoup de politiques, par ailleurs, de cette époque ont pensé que l'intendance allait suivre. Beaucoup de politiques, par ailleurs, de cette époque, ont, au fond, par facilité, et c'est là où je suis effectivement peut-être un peu sévère, mais on va dire par paresse. Hein. Et pourquoi je suis sévère? C'est parce que je pense que ça peut toujours recommencer. Au fond, la vertu de cet exercice hein, d'introspection sur ce qui s'est passé, c'est que ça permet de pointer sur une réalité, c'est que dans un pays comme la France, quand tout le monde se met à se détourner du réel, c'est contagieux. Ça produit des effets catastrophiques. Et ce phénomène-là peut toujours se reproduire. Donc il faut toujours se poser la question de savoir, peut-être qu'en ce moment même, je suis dans une illusion collective sur autre chose. Laquelle? Hein? Et c'est ça qui ne s'est pas passé dans les années 2000. Les autres responsables, bon, évidemment, les syndicats. Les témoignages de la CGT, de la CFDT dans le livre sont extrêmement intéressants, très compétents, extraordinairement professionnels, précis. Mais ils sont dans le déni complet, quand même, de ce qui a été la conséquence de la conflictualité syndicale de l'époque sur l'image de l'industrie française à l'étranger et sur la désindustrialisation. Les financiers sont responsables, hein, puisqu'on était dans la première époque de l'économie de fonds propres par des fonds de capital investissement extrêmement leveragés en dette en France. Et vous ne pouvez pas reprendre une entreprise industrielle avec des leviers de dette de 6. Ça ne vous permet pas d'investir dans des machines dont vous savez très bien que le rendement d'un tel investissement ne sera obtenu que sur 10 ans, voire 12 ans, voire 15 ans. Vous ne pouvez pas. Donc cette première génération du capital investissement français, pour une partie
a fait du mal à l'industrie française. Les banques françaises se sont désintéressées de l'industrie française à l'époque. Les grands groupes industriels, on leur a demandé de devenir des fleurons, ce qu'ils avaient été. On leur a demandé de le rester, mais en plus on leur a demandé d'embrasser la mondialisation et d'aller planter le drapeau partout. Ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait en emportant des filières complètes de l'industrie française, en imposant d'une manière extraordinairement cruelle. Pouvait-il l'éviter? On ne pouvait pas tout leur demander non plus. On ne pouvait pas leur demander de gérer l'industrie française, ces grands groupes. Mais donc, ils ont demandé à leurs sous-traitants, sous peine d'être exclus des panels, d'aller ouvrir des usines au Maroc, au Mexique, au Brésil, en Roumanie, etc. Voilà, donc les médias, incroyablement responsables aussi, puisqu'il n'était pas possible d'aller sur un plateau télévisé dans ces années-là pour dire que les 35 heures dans la PME industrielle française détruisaient le tissu productif. C'était pas possible. Bon. Et donc, une fois qu'on dit ça, évidemment, tout le monde est forcément d'accord, parce que chacun se reconnaît. Bon. Voilà. Mais une fois qu'on dit ça, on dit par ailleurs que, et je vais m'arrêter là, puisque j'ai épuisé mon temps de parole, pour réindustrialiser, il faut que tout le monde soit d'accord aussi. Il faut que tout le monde s'y mette. Mais ce qu'on dit, ce faisant, c'est que si tout le monde s'y met, alors on le fera. On peut tout à fait le faire. Mais il faut que l'éducation nationale fasse son aggiornamento, ce qu'elle a commencé de faire. D'ailleurs, intriguée par les écoles de production. Mais il se passe des choses très intéressantes. Enfin, il est intéressant quand même que les inspecteurs de l'éducation nationale aient souhaité m'entendre. C'est nouveau, ça. Bon, il faut que les médias s'y mettent, et les médias commencent à s'intéresser à la question de l'industrie. Il faut que ça aille aussi loin que ce que les médias ont fait pour la gastronomie française. Ils ont fait Top Chef, je dis toujours qu'il faut qu'ils fassent Top Fab. Ça, c'est la French Fab, c'est le mouvement des entrepreneurs de la Fab. Et donc, le monde politique, je pense maintenant, a totalement embrassé l'importance de la réindustrialisation. Il en a même fait une sorte de totem, au point qu'il faut peut-être raison garder. Qu'est-ce que ça veut dire que de réindustrialiser la France ? Grosso modo, ça veut dire stabilité d'une politique de l'offre pendant 15 ans pour passer de 10 à 12% du PIB. Donc tous ceux qui nous disent on peut rattraper l'Allemagne en quelques années parce qu'on le veut désormais, non, c'est pas vrai non plus. Voilà. Donc les politiques ont compris, vraiment compris, et honnêtement, il y a un consensus transpartisan complet sur la réindustrialisation, etc., etc. Voilà. Donc mon message est assez... Mais j'en ai un dernier pour vous, puisque vous êtes tous entrepreneurs, c'est que on est dans une démocratie qui est, vous le savez bien, traversée de conflits. C'est une démocratie vociférante, et c'est une démocratie qui est collectivement confrontée à un drame, qui est celui d'ailleurs que tout le monde voit sans vouloir le voir, qui est la crise cataclysmique des finances publiques et des finances sociales françaises. Avec un déficit public de 30% par an et une dette qui est devenue gigantesque et qui fait qu'à la prochaine crise, on va passer à 130% de dette sur PIB et on perdra notre souveraineté. Donc il est indispensable qu'il y ait beaucoup plus de tissu productif français pour équilibrer ces finances-là. Il est indispensable que le monde entrepreneurial français soit beaucoup plus présent dans le débat public, se fasse entendre. Les gouvernements successifs ne pourront pas, je pense, tenir sur une politique de l'offre généreuse pour les entreprises pendant les 15 ans qui viennent, si le monde entrepreneurial n'est pas vociférant comme les autres. Or, on est dans un pays dans lequel le monde entrepreneurial est encore timide. Il est encore timide. Il est représenté par de multiples fédérations, il y a des sacs dans tous les sens, mais à la vérité, y a pas, vous vous souvenez des pigeons pour la French Tech, Bon, il n'y a pas encore les pigeons de la French Fab. Il n'y a pas cette présence au cœur permanent du débat public on parle de l'industrie aujourd'hui, donc de l'industrie française. Il n'y a pas. Demandez aux Français de citer quelques grands héros de l'industrie française aujourd'hui. Ils auront du mal. Ils auront du mal parce qu'ils penseront multinationales, ils diront mais c'est pas des gens qui ont créé leur boîte, c'est pas des entrepreneurs, ces gens-là, donc ils penseront Marc, ils penseront Airbus, ils penseront... Mais il y a eu une époque où tout le monde aurait dit Jean-Luc Lagardère. Mais cette époque est révolue. Et donc il faut tout ça. Et voilà, c'est tout. Donc mon message... Alors la BPI fait un gros travail en la matière,
Mais à un moment, on est obligé de s'arrêter. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous d'être les porte-voix permanents de tout l'écosystème entrepreneurial et industriel français. C'est pas, enfin, on le fait d'une certaine manière, on est très content de créer les communautés, mais pourquoi est-ce qu'on crée les communautés avec des entrepreneurs formidables qui sont ici, qui les soutiennent? C'est qu'en fait, il faut que ça soit autoportant, cette affaire. Il faut que ça soit autoportant, et de même que toute la France connaît la French Tech, il faut que toute la France connaisse la French Fab. Il faut que toute la France connaisse la French Fab et soit capable de s'apercevoir que sans cesse, ces gens sont dans le débat public, à la radio, à la télé, que ce monde-là incarne la France, ses ambitions sont les ambitions de la France, leur optimisme, c'est l'optimisme de la France, et on l'entend tout le temps. Voilà. Donc il y a une certaine distance à cet objectif, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Merci.